Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Effectivement, le sujet de mon intervention est le modèle social de la France à l'épreuve de cette transformation numérique dont on entend parler parce que, faut-il le rappeler, le monde change vite, très vite, et pour un certain nombre toujours plus grand de nos concitoyens, je pense que ça change trop vite. Parmi ces changements, ceux qui sont attribués à tort ou à raison à la transformation numérique a pénétré en moins de 3 décennies tous les étages de notre organisation économique et sociale jusqu'à bouleverser notre rapport aux autres. Alors je voudrais tout d'abord vous dire que la transformation que nous vivons, elle n'est pas que numérique. Ne prenons pas en effet à la lettre le discours des talentueux communicants. À entendre certains propos de nos politiques inspirés par le solutionnisme en vogue outre-Atlantique et dans certains milieux parisiens, il faut que la vague innovatrice fasse son œuvre, peu importe si c'est au prix du renoncement à notre souveraineté, tant individuelle que collective, et aux valeurs qui ont construit la France. Le fruit de ces valeurs, notre modèle social, qui au XXe siècle a fait non seulement la fierté de notre pays, mais avant tout a créé des conditions de notre développement économique, eh bien, ce monde qui est en train d'éclore nécessite aujourd'hui le même effort, la même audace et la même ambition. C'est une nécessité qui dépasse de loin les contingences économiques, car, et nous en avons la preuve éclatante, même en ce moment, sous nos yeux, l'inquiétude suscitée par le changement fait le terreau des extrêmes. C'est un fait. Les Français sont inquiets par ce qu'ils affrontent au quotidien. Des trajectoires professionnelles de plus en plus instables, de nouvelles formes de précarisation, des inégalités de revenus, des inégalités de couverture sociale entre différents statuts qui se font de plus en plus criants, des charges et des impôts qui ne cessent de croître, des contraintes administratives et des normes dont on voudrait nous faire croire qu'elles sont imposées par Bruxelles au risque d'alimenter la défiance de nos concitoyens vis-à-vis du projet européen, mais qui procèdent en réalité du zèle d'un État, le nôtre, devenu une machine folle à interdire, autoriser, encadrer, contrôler et punir. Les chiffres sont là pour mettre en lumière les causes de cette inquiétude qui, pour beaucoup de Français, confine à l'angoisse. L'angoisse d'être soi ou l'un de ses enfants dont on a payé le prix fort pour qu'il fasse des études parmi les 6 millions de Français au chômage. L'angoisse d'imaginer ce que font devenir les 150 000 décrocheurs par an sans diplôme, sans qualification et donc sans perspective d'emploi, ni même d'insertion sociale. L'angoisse de ces 2 millions de jeunes qui vivent hors de l'emploi, de la formation, et qui voient leurs camarades diplômés partir, faire leur carrière dans des pays qui auront su les faire rêver et qui sauront les accueillir à bras ouverts. Nous le voyons tous les jours. Notre modèle social est dorénavant questionné par l'émergence de nouvelles formes de création de valeur et de travail associé. Et en tant que présidente de la Fédération Syntec, je suis particulièrement bien placée pour faire le constat de cette transformation du travail, processus, mode d'exercice, statut professionnel, mode de rémunération, de management ou de relations au sein de l'entreprise, porosité et même mixité entre vie professionnelle et vie privée. Nos métiers de prestation intellectuelle sont ainsi aux avant-gardes d'une transformation du travail qui semble vouloir gagner tous les domaines de l'économie. Je ne suis pas de ceux ni de celles qui se résignent à regarder s'effondrer la France, les bras ballants, et qui justifient leur complaisance par leur sentiment d'incapacité à imaginer et à mettre en œuvre les réformes qui devront accompagner ces transformations. J'entends trop souvent « on n'y peut rien », et puis de toute façon, on ne pourra pas résister à la colonisation numérique de la France et de l'Europe. J'ai même entendu récemment
que les robots remplaceront ceux qui ont encore un travail et qu'il faudra trouver le moyen d'occuper les gens. Il faut regarder la réalité en face, mais s'y complaire avec fatalisme ne nous mettra pas sur le chemin de la croissance et du projet social. Est-ce qu'il faut rappeler ici que nous avons le devoir de préparer le monde dans lequel nous souhaitons que nos enfants vivent? C'est dans cet esprit, et au-delà du constat alarmant que je viens de vous dresser, mais qu'au fond, vous connaissez tous, que je souhaite vous livrer les pistes de réforme qui pourront transformer ces changements en opportunités pour remettre notre pays sur le chemin de la prospérité. Car j'ai une conviction, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, pas de justice sociale, ni même de paix sans prospérité. Alors, la ligne directrice de notre action doit être le plein emploi pour tous, à tous les âges de la vie et en tout point de nos territoires. Mais pas n'importe quelle forme d'emploi, car on a eu tendance ces dernières années à oublier que seul le secteur marchand génère l'emploi productif, et vous êtes bien placé dans cette maison pour le savoir, c'est-à-dire celui qui permet de financer le fonctionnement de notre pays ainsi que la couverture sociale de nos citoyens. Il convient donc de dégager d'urgence l'entreprise du carcan de l'abus de normes et de réglementations et d'alléger le poids des charges qui pèsent sur le travail et qui brident cette compétitivité de nos entreprises. Elles ont à se transformer, elles doivent devenir agiles. Nous ne pourrons dorénavant plus nous contenter de demi-mesures, de bricolage ou d'ajouts à un code du travail aujourd'hui tellement obèse et illisible qu'il est devenu lui-même, ce qui est un comble, une source d'insécurité juridique tant pour les entreprises que pour les salariés et partenaires. C'est donc une vraie réforme du Code du travail qu'il nous faut aujourd'hui engager. Une réforme qui ouvre le champ des possibles au lieu de protéger coûte que coûte l'existant. Une réforme qui prend en compte l'évolution des technologies et en particulier le développement de nouvelles formes de relations qui s'expriment dans l'actuelle prolifération des plateformes qui s'interposent entre l'entreprise et ses clients, captant au passage la valeur qui en découle pour la transférer dans d'autres pays, moins soucieux que nous le sommes de la protection sociale de leurs citoyens. Oui, la régulation des plateformes représente un enjeu majeur pour nos systèmes de protection sociale. Cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faille interdire, surtout pas, mais qu'il faut prévoir, accompagner et savoir apporter la bonne dose de régulation à un système en constante et extrêmement rapide évolution. Et là, le courage politique seul ne suffit plus. Il faut de l'intelligence, il faut de la compétence et une bonne dose de créativité, ce dont nous, les Français, nous sommes capables, d'autant plus que l'Europe a déjà posé les bases de cette régulation. Au-delà de cette économie des plateformes, une autre tendance lourde est aussi et prioritairement à prendre en compte, celle d'un nouveau rapport au travail des jeunes générations et de leurs aspirations. D'ailleurs, et heureusement, en phase avec l'évolution du paysage de l'emploi. En effet, loin de vouloir reproduire le modèle de l'emploi à vie dans une grande entreprise que beaucoup de leurs parents ont fait, de plus en plus de jeunes talents aspirent à la création de leur propre entreprise. Jamais, et c'est très réconfortant, je n'ai rencontré autant de créateurs animés par une volonté farouche de faire aboutir leurs idées ou de trouver des débouchés à leurs inventions. Pour ces jeunes, notre système n'apporte pas aujourd'hui de réponse satisfaisante et ils ne sont pas assez, en dépit du développement en France de pôles de compétitivité, de pépinières et autres Fab Labs créés par nos grands groupes industriels, ils ne sont pas assez portés par un cadre favorable à leur développement sur nos territoires. À cet exemple, et on a entendu parler, à cet égard, l'exemple du Technion israélien et de sa capacité à donner naissance à des start-up d'envergure mondiale mériterait d'être suivi. N'ayons pas honte à copier les autres quand ils ont de bonnes idées, c'est-à-dire des idées qui marchent. À l'ère de l'open source, n'ayons aucun complexe à imiter ceux qui réussissent mieux que nous.
Nos idées et nos cerveaux ont en effet trop tendance, par les temps qui courent, à quitter la France, pour ne pas voir dans cette affirmation la révélation cynique de notre incapacité à non seulement valoriser nos innovations, mais encore à honorer ceux qui réussissent. Reconnaître et ériger par exemple le succès, voilà une idée qui ne coûte rien et qui, j'en suis convaincue, contribuera à garder nos talents. À ce propos, je voudrais vous dire quelques mots du moteur principal de la création et du développement des entreprises, qui est l'investissement. Vous venez d'en entendre parler dans la table ronde précédente, car, et au-delà de toute considération fiscale, psychologique ou réglementaire, la possibilité de soutenir dans leur croissance nos entreprises, qu'il s'agisse de start-up ou de PME, est l'une des conditions majeures de leur performance, de leur compétitivité et du maintien sur notre sol de leur activité, et donc, in fine, de leur capacité à générer de l'emploi productif. Si nos dispositifs de soutien à la recherche sont parmi les meilleurs du monde, le maillon faible de la chaîne de l'innovation reste toujours et encore, et cela devient fatigant de le répéter, le financement et en particulier le troisième tour de table. Car en effet, et en dépit de quelques levées de fonds très médiatisées, cette situation conduit à la faillite des moins combatives de ces jeunes entreprises et pire encore, à l'expatriation des plus performantes. Une double peine pour la France, qui non seulement voit ses fleurons technologiques partir à l'étranger, mais encore ses modèles menacés par des entreprises qu'elle a elle-même nourries. Une sorte de dévoiement de la théorie de Schumpeter, la destruction chez nous et la création chez d'autres. C'est pourquoi il est devenu nécessaire et urgent d'adosser nos dispositifs de soutien à une vraie politique d'investissement dans l'innovation avec une ambition de transformation du patrimoine de recherche en produits et services, seule véritable source de création de valeur et d'emploi pour notre société. Et ce qui est vrai pour la France l'est aussi pour l'Europe, au sein de laquelle, et en construisant les conditions d'une nouvelle coopération franco-allemande dans le domaine du numérique, nous avons les moyens de mener une politique industrielle, offensive et ambitieuse face à la tentation hégémonique des géants américains ou bientôt chinois du web. Cette ambition requiert néanmoins que nous fassions un effort collectif important et que nous arrivions en particulier à lever les freins qui entravent aujourd'hui le déploiement de nos infrastructures très haut débit, qu'il s'agisse de fibres ou de la 5G. On n'a pas fini à 4G, donc je pense qu'on a encore du retard et il faudrait qu'on commence et qu'on aille très très vite. À l'heure où l'irrigation numérique de nos territoires est devenue la condition première de leur développement économique, la France est lanterne rouge de ce domaine en Europe. Et nous n'avons pas le droit de condamner des territoires à l'isolement. Je pense ici aux zones rurales, qui sont trop souvent les laissés pour compte de l'aménagement numérique du territoire. Quand je parle d'infrastructures, je pense également à celles dédiées au cloud computing, dont les usages sont en croissance exponentielle et pour lesquels l'offre souveraine française et même européenne est manifestement sous-dimensionnée. S'il est maintenant un peu tard pour y remédier, il est cependant encore temps de monter dans le prochain train, celui des couches hautes, des plateformes de services dédiées à l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou de la blockchain. Nous disposons en Europe des compétences et des clés technologiques pour y parvenir, mais cette ambition requiert une accélération de l'harmonisation fiscale européenne et une mise en œuvre rapide dans les pays de l'Union de la nouvelle réglementation sur les protections des données. Autre volet des nécessaires réformes à mettre en œuvre, ceux de notre système éducatif et de la formation professionnelle. Sur le système éducatif et la formation initiale, il nous faut réhabiliter et promouvoir davantage l'apprentissage et l'alternance pour en faire la porte d'entrée au monde du travail pour les jeunes les moins qualifiés.
Il faut cesser de négliger les compétences issues du cursus Bac+2, capables d'appréhender et de relever le défi de l'évolution permanente des systèmes et des infrastructures. Trop occupés que nous sommes à vouloir faire de tous nos jeunes des diplômés de l'enseignement supérieur, nous avons simplement oublié que travailler plus tôt éviterait à nombreux d'entre eux de chercher en vain un emploi plus tard. Il faut reconsidérer les bassins d'emploi et l'offre de formation qui leur est associée. Il conviendrait de développer encore davantage les modèles basés sur la proximité géographique entre formation et emploi. Concernant la formation professionnelle, il conviendra d'en faire une cause nationale, car elle est la pierre angulaire de tout dispositif de sécurisation des parcours professionnels dont nous avons vu combien ils sont fluctuants et le seront encore davantage demain. Nous ne devons pas non plus nous épargner, et quand je dis nous, je parle de la représentation patronale et des partenaires sociaux, la remise à plat et la rationalisation de la gestion des fonds de formation professionnelle avec l'objectif de donner à chaque travailleur, quel que soit son statut, ainsi qu'à chaque demandeur d'emploi, la possibilité de se construire une carrière le protégeant de l'inactivité. En cela, je voudrais terminer sur la montée d'une inégalité en parfaite contradiction avec ce qu'il est convenu d'appeler nos principes républicains. Cette inégalité procède de la différence de traitement entre une population salariée dont les acquis sociaux varient en fonction de ce qu'elle exerce dans le secteur public ou le secteur privé, dans une grande ou petite entreprise, avec l'arrivée de ces nouvelles formes d'exercice plus précaires, moins protégées et surtout n'ayant pas accès aux mêmes droits. Ce fossé qui se creuse est un fait nouveau, mais qui s'accélère à la vitesse de la transformation de notre économie et dont les répercussions seront à moyen terme délétères sur la cohésion sociale de notre pays. Il sera en effet plus longtemps supportable, et les récentes manifestations et revendications des BTC, par exemple, en sont l'une des illustrations, d'avoir un marché du travail à plusieurs vitesses et organisé en castes. Pour répondre à ce défi, la solution n'est ni un nivellement par le bas aligné sur le moins-disant social que les chantres de la disruption présentent comme inéluctable, ni, non plus, et de toute évidence, un statu quo au bénéfice des salariés les mieux dotés, en avantages de toutes sortes ou bénéficiant de régimes spéciaux. C'est donc une remise à plat des statuts, c'est à une remise à plat des statuts qu'il faut s'atteler en considérant tant les nouvelles formes d'emploi que la possibilité de leur cumul, ce que l'on appelle le multistatut. Là aussi, il faudra non seulement être volontaire, courageux, mais encore créatif et rapide, parce que les curseurs se déplacent très vite. Pour conclure, je voudrais vous dire que nous sommes à un tournant de l'histoire de notre pays, histoire que l'avènement du numérique et des réseaux de communication accélère jusqu'à en donner le vertige. Nos atouts sont considérables, largement à la hauteur des défis que nous avons à surmonter. Mais comme dans bien des combats, notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes, avec cette capacité que nous avons à renoncer et avec cette peur du changement qui habite les Français aujourd'hui tentés par les extrêmes. Nous sommes parfaitement capables d'inventer un nouveau modèle social conforme à notre histoire, nos valeurs et notre vision du monde. Un modèle qui pourra même être répliqué dans d'autres pays du monde, comme ça a été le cas par le passé pour notre Code civil ou plus récemment pour certains de nos modèles de régulation économique. Il nous faut la volonté d'y parvenir et la participation de tous, car cette fois-ci, cela ne viendra pas d'en haut, mais devra aussi émaner de nous tous. L'écosystème du numérique et entrepreneurial français a fait la preuve de son dynamisme et de sa créativité. Nous comptons sur lui pour collaborer à la création de ce nouveau modèle social avec l'ambition d'en être à nouveau un jour très fiers. Je vous remercie.